À l'époque, les mecs, enfin, sur un jeu Mega Drive, ils étaient 8. Là, c'est ça. Donc C'est ça, ils forcément. étaient 8. Et puis, les génériques qui passaient très lentement à la fin quand tu avais terminé le jeu. Bon, Pour faire croire. Et puis voilà. t'as le même nom qui Et revenait puis, plein t'as de le fois. même nom qui revenait dans des sections différentes. Voilà. Je vous invite à explorer le Japon au travers l'invité de ce numéro, et grâce à sa connexion toute particulière avec le pays du soleil levant, à ce qu'il paraîtrait, les Japonais sont très respectueux des biens d'autrui, mais sont des voleurs de parapluies. On parle des animés qui n'ont cessé de grandir ces dernières années. Qu'est-ce que ça fait de prêter sa voix à ces persos souvent déjantés, par exemple dans la nouvelle mouture de Ranma 1/2, ou encore dans diriger les VF comme sur Nicky Larson ou One Piece. Dans Dragon Ball Super, Bruno fait Whis, l'ange gardien affable et second du Seigneur Beerus. Il nous raconte comment c'était de se joindre à une équipe qui tournait ensemble depuis 30 ans. Et au passage, il est aussi Levi dans l'Attaque des Titans. On parle de Final Fantasy XV, un JRPG pour jeu de rôle japonais dont il a dirigé la version française. On parle de bornes d'arcade, ces grosses bêtes qu'on trouvait dans des salles dédiées au temps jadis, dans des endroits souvent sombres, bruyants et parfois même enfumés. Mais quel souvenir, ah là 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 là. Les salles d'arcade, ceux qui n'ont jamais connu peuvent difficilement comprendre cette sensation grisante que c'était de s'y promener et d'y dépenser son argent de poche gagné en faisant la vaisselle. Qu'est-ce que les jeux d'avant avaient que ceux de maintenant non plus ? Pourquoi Bruno se tourne souvent vers le rétro gaming pour y trouver son bonheur ? Allez, ikuzo, minna. J'ai un pote qui est parti au Japon en mai dernier pour 3 semaines. Je préfère préciser que c'est une tronche qu'a fait Lena. Il s'est dit que ce serait amusant de pouvoir se débrouiller seul. Alors il s'est fixé 3 mois pour apprendre le japonais. Et sans prendre un cours, rien qu'avec des tutos YouTube et des applications, il a réussi. Tu sais ce qu'il a décidé ? Une série sur Netflix, Tokyo Vice, qui raconte l'histoire vraie d'un gaijin américain qui a bossé pour la presse locale dans les années 80-90 et qui a enquêté sur les Yakuza. T'as lu le livre ou vu la série, non ? J'ai le bouquin, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais j'ai le bouquin, c'est ce que j'allais dire. C'est adapté d'un bouquin Tokyo Vice. Ouais. Je sais qu'il y a une série qui est sortie, alors je sais plus sur quelle plateforme. J'étais intéressé pour voir la série, mais je pense que je vais d'abord lire le bouquin. Ok, voilà, je sais pas ce que donne le bouquin. En tout cas, la série, elle est vraiment bien. Elle est produite par Michael Mann. Ouais. Parce que Miami Vice, Tokyo Vice, je sais pas, il s'est peut-être dit, elle est pour moi celle-là. Mais Petite similarité. Ouais, je crois que c'est toi qui m'avais dit que le japonais, finalement, c'est pas si compliqué que ça à apprendre. Bah, c'est compliqué comme n'importe quelle autre chose en fait à apprendre. Hein. Tu prends n'importe quelle langue au monde, il faut vraiment que ça t'attire. Hein. Faut pas que ce soit un calvaire, une langue étrangère. Donc si c'est ta passion, si tu as vraiment l'envie d'apprendre, bah tu te donnes les moyens. Moi, ce que je trouve difficile avec le japonais, et comme d'autres langues d'ailleurs, c'est que c'est une langue que tu peux apprendre comme une langue morte, c'est-à-dire à la bosser comme le latin, le grec, c'est-à-dire tu ouvres des bouquins, tu as une connaissance encyclopédique de la chose, mais tu es incapable de tenir une conversation avec quelqu'un. Et j'en connais des comme ça. Hein. Il y en a qui ont fait tout le cursus universitaire pour vraiment rester dans le truc universitaire, et c'est-à-dire étudier les textes anciens. Ouais, donc c'est des spécialistes des tronches, mais ils sont paumés au Japon s'ils doivent demander leur chemin. S'ils doivent demander leur chemin. Donc en fait, dans une langue étrangère, il y a ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche le contact ? Est-ce qu'on recherche la connaissance pour la connaissance parce qu'on est passionné d'une culture, mais qu'on ne cherche pas forcément l'interaction? Il y a de tout. Et moi, je sais que personnellement, ça m'avait vraiment frustré en apprenant le japonais, qu'il y ait si peu de cours d'oral. Donc mes cours d'oral, j'ai dû aller les chercher au contact des gens, aussi parce que j'ai fait un petit boulot avant d'être comédien, où j'ai bossé pendant 5-6 ans avec les Japonais. Et là, c'est la meilleure manière, on va dire, d'apprendre. Le japonais a quand même ça de complexe que, comme tout apprentissage de langue, en fait, il y a la culture qui est rattachée à la langue. Donc, tu apprends pas une langue sans apprendre la culture, sinon ça ne veut rien dire. Sinon, tu ne comprendras jamais les tournures de phrases, tu ne comprendras jamais les expressions, tu comprendras pas pourquoi on dit telle chose plutôt que telle chose et telle autre chose. Et donc, comment dire, c'est un tout, quoi. C'est un tout. Et c'est très compliqué si on n'a pas l'oralité, si on se confronte pas avec les gens. Après, voilà, chacun cherche ce qu'il veut. Hein.
Ouais, je te comprends. J'avais fait, après mon lycée, j'ai fait une fac de LLCE, d'anglais, Ouais, parce que je voulais apprendre à baragouiner comme il se doit. Et moi aussi, à trouver mon chemin dans les rues de New York. Et effectivement, quand je me suis rendu compte que très vite, ils nous cantonnaient au texte du 17e, du 18e, j'ai fait, mais je leur ai dit aux profs, et tout, je leur ai dit, c'est pas comme ça que je vais voilà, trouver mon chemin dans la rue. Et ils font, ah bah non, c'est pas le but. Nous, on est là pour apprendre, enfin, on est là pour vous apprendre une espèce de culture par rapport à. Ah, je fais, oui, mais ok, d'accord. Donc, du coup, j'ai tenu 2 semaines, j'ai arrêté. Donc, j'ai un bac plus 2 semaines. Et puis, je me suis barré en Nouvelle-Zélande pendant 3 mois, où là, j'ai pu parler comme il se doit avec les gens locaux. Et donc, ouais, ce contact humain, enfin, c'est ça que je recherchais également, comme toi, avec le japonais. c'est très marrant parce que j'ai fait LCE aussi et j'ai un Ah, bac plus 2 semaines comme toi. 2 semaines, mais j'ai pas tout perdu l'année parce que j'ai fait bac plus 2 semaines avec option belote et contrée. Donc j'ai pu me frotter à la belote et à la contrée et j'y ai joué c'est quoi le finalement contrée? toute l'année là. C'est un dérivé de la belote. C'est un dérivé de la belote avec certaines petites règles qui changent, mais fondamentalement la contrée se rapproche un peu plus du tarot. Voilà. Ok, Mais voilà, et ben ça, je l'ai appris grâce à la LCE anglais, tu vois que ça où sert. j'ai fait anglais-chinois, et effectivement, comme toi, j'ai atterri là-dedans, je voulais pratiquer l'anglais et tout, et Ouais, je me retrouve à étudier des textes du 19e, certainement passionnants, pareil. mais au sens C'est-à-dire abscon, qu'on veut apprendre une langue vivante, donc on veut la vivre en même temps. Les exactement. textes, c'est mort. Alors, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est juste des mots plaqués donc ils ne bougent pas. On a envie de les entendre de la bouche de quelqu'un, de les Ouais. vécus, tu vois, en situation. Donc, ouais, je pense que. Et puis le choc de la fac aussi, hein, globalement, hein, que Hmm, ce soit LCE ou autre chose, c'est que il y a personne pour te pousser. ouais, Et c'est là que tu te rends compte qu'il y en a qui en veulent beaucoup plus que toi. Et moi, s'il n'y a pas quelqu'un derrière moi pour me pousser dans l'étude, ou au moins qui me montre quel est l'intérêt pratique de ce que je suis en train d'apprendre, c'est mort. Voilà, ouais, un guide, quoi. voilà. C'est pour ça que j'étais nul en maths. Ouais, ouais, bah, surtout qu'on sort, la fac arrive au point où on sort d'une quinzaine d'années de scolaire où Hmm, on nous a guidés chaque année. exactement. Donc on arrive, on sait pas faire autrement. En tout cas, je pense que les filles s'en sortent un peu mieux, sans vouloir faire de généralité un peu plate et rapide. Mais de manière générale, nous les mecs, on a un peu besoin qu'on nous pointe du doigt. C'est par là-bas qu'il faut aller avant d'y aller, Ah, mais avant c'est de. clair. Je Ouais. pense que c'est clair. Mm. Je pense que c'est clair. Mais vraiment, le côté tu es lâché, que tu bosses pas, personne n'en a rien à foutre. Ouais, c'est Bon, ça. voilà, ça c'est. Bon, alors ça t'apprend la vie quelque part? Oui, ça t'apprend la vie, Ouais. ça t'apprend la vie. Mais c'est dur quand t'as pas quelqu'un. Moi, je sais que j'avais absolument besoin de quelqu'un derrière. J'étais très admiratif des gens qui s'en sortaient sans ça, qui avaient compris, Ouais. qui savaient le truc, Soit comme qu'ils s'ils l'avaient avaient été, intégré avant dans la voilà, qu'ils scolarité. avaient été vraiment préparés. Voilà, tu seras seul, tu pourras y aller, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai aimé mes cours de théâtre bien après, Mm. parce que ben voilà, tu as quelqu'un derrière toi. Tu sais pas forcément où tu vas, mais tu as quelqu'un quand même derrière toi qui te dit oui, non, ceci, cela, Mm, mm, mm. etc. Comment et pourquoi as-tu décidé d'apprendre le japonais? Eh ben, moi, depuis que j'étais petit, alors Les ça n'a rien à voir mangas? avec les mangas. Non, alors les Ah. mangas ont un petit peu contribué, Ouais, ça, évidemment. on va être clair là-dessus. Mais ce qui me fascinait quand j'étais petit, par exemple, quand je me souviens de ça dans les Lucky Luke, je lisais des BD, je lisais beaucoup de BD, et j'étais très fasciné par les caractères chinois qu'il y avait des fois quand il y avait des insultes. Au lieu de mettre des insultes, tu sais, ils mettaient Les onomatopées. des onomatopées, des rébus, Ok, je des vois. trucs comme ça, des têtes de mort, et puis il y avait des signes chinois. Donc à chaque fois que je voyais des signes chinois, et c'était pareil, j'adorais l'Égypte, comme beaucoup de gamins d'ailleurs, hein, fascinés par Ouais, l'Égypte. bien sûr. Et les hiéroglyphes, tout ça, c'est une écriture, ah bon, mais c'est ça. Ouais. Voilà. Et la signification de ça, je voulais savoir. Donc j'étais vraiment attiré par les caractères chinois.
Et à un moment donné, je me souviens que j'étais à la Fnac avec mes grands-parents et j'étais au rayon livre de langue et je vois les méthodes assimiles. Et je prends chinois et je prends japonais, je les ouvre tous les deux et je vois que le chinois, ça va être compliqué. Compliqué parce qu'en fait, on t'explique déjà dès les premières pages qu'il y a 4 tons. Pour le mandarin, il y en a 6, je crois, si je dis pas de bêtises pour le cantonais. Et je vois que la prononciation a l'air un peu chaude. Et c'est vrai que le japonais, j'ouvre le bouquin de japonais, il y a ces caractères que je recherchais, mais je vois qu'au niveau prononciation, dans les premières pages, il est marqué 95% des sonorités que vous entendez en japonais ont leur équivalent en français. Et je regarde, et comme je faisais de l'italien à l'époque, en LV2, je me dis, ah mais tiens, ça ressemble un peu à l'italien finalement, ça n'a pas l'air très compliqué à parler. Et puis aussi, il y avait le phénomène culturel, on était vers les années Dorothée ou un petit peu après, et effectivement, il y avait cet aspect-là de la culture japonaise qui me plaisait. Moi, j'étais très fan de séries comme Ranma 1/2, qui sont vraiment des séries qui représente le Japon au quotidien et même de manière un petit peu traditionnelle. J'ai vu qu'il ressortait sur Netflix et j'ai vu le trailer ce matin de la saison 2. Oui. Voilà. Mais ça a l'air propre, ça a l'air pas fait, tu vois, par ordinateur pourri, ça a l'air fait. Je sais pas si c'est vraiment fait à la main, à l'ancienne, ou c'est l'ordinateur qui est tellement avancé maintenant. Je pense qu'avec l'ordinateur, on peut faire vraiment plein de choses. Et également quelque chose qui ressemble à du dessin traduit. C'est clean. J'ai pas vu la première saison. Je sais pas si tu l'as vu sur Netflix, mais ben, je l'ai vu et j'ai la chance d'être dessus, donc cool. Voilà, c'est un petit kiff. Et on va dire c'est très marrant parce que dans le métier, et ça se rattache un peu à mes passions de jeunesse, mais parmi les séries dont j'ai été fan quand j'étais gosse, j'ai coché pas mal de trucs sur les revivals et je suis très content. En fait. J'étais fan de Dragon Ball, je me retrouve sur Dragon Ball Super. Ouais. J'étais fan de Ranma 1/2, je suis sur le nouveau Ranma 1/2. J'étais fan de Nicky Larson, j'ai pu être sur un des films de City Hunter, même 2, je crois. J'en ai écrit un et j'ai dirigé le deuxième, là. Okay. Nicky Larson, Shinjuku Private Eye, là. Et les Tortues Ninja également, quoi. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu coché des trucs et un kiff de gamin, quoi. Quelque part le destin m'a fait un kiff là-dessus. Trop bien. Le Japon, comment tu le décrirais à un occidental? Comment je le décrirais à un occidental? Toi qui as été 10 fois? J'y ai été combien de fois? Non, je crois que j'y ai été 8 fois. Oh. 8 fois, non, pas 10. Non, j'aurais aimé. Mais comment je décrirais le Japon à un occidental? Bah, c'est un pays d'Asie. Ouais, c'est déjà à la base, ouais. Comment je décrirais le Japon à un occidental? Un peu, la même définition qu'un vieux reportage des années 90 entre tradition et modernité. Ouais, on va faire comme ça. En fait, le Japon, la première fois que j'y étais, j'étais dépaysé et j'étais pas dépaysé. C'est très bizarre comme sensation. C'est-à-dire que effectivement, tu arrives. Je me souviens, les premières images que j'ai du Japon, je m'en souviens vraiment. C'est un moment, tu sais, tu arrives de l'aéroport. Tu sors de la première bouche de métro où tu as déposé le train de l'aéroport. Tu as vu des petits paysages de cocagne, tu vois, par la fenêtre du train, où tu as vu des rizières, tu as vu des maisons un peu tradies. Comme dans les films de Miyazaki. Voilà, donc tu as un côté un peu Miyazaki d'un coup, un petit peu comme si tu passais, comme si tu étais dans un train, mais tu sais, un train qui te fait visiter un musée, tu sais, avec des rails là, comme ça, qui te fait visiter un musée. Donc c'est un peu cette sensation que j'ai eue. Et ensuite, tu sors et t'es dépaysé et pas dépaysé, c'est-à-dire que tu arrives, t'es dans la ville. Donc, il y a un aspect ville qui ressemble à n'importe quelle, presque à n'importe quelle autre ville du monde. Donc, il y a des voitures qui passent, il y a des immeubles, donc il y a un côté béton, il y a un côté, je suis dans une ville. Et puis, dans cette ville, il y a des petites particularités au fur et à mesure que tu avances. Tu regardes devant toi, tu vois tous les trucs au rez-de-chaussée, puis d'un coup, tu as ton œil qui se baisse et tu vois qu'il y a des trucs au sous-sol.
Tu fais, attends, c'est bizarre ça, parce que ça, à Paris, on n'a pas des trucs en sous-sol, enfin accessibles depuis la rue, et puis un sous-sol, on ne l'exploite pas. Bon, après, c'est parce qu'aussi on a c'est un gruyère sous Paris et que ce serait dangereux, mais et tu lèves la tête et tu vois que en fait, tu as un magasin au rez-de-chaussée, tu as un autre magasin au premier étage, Ah ouais. tu as un autre truc au deuxième, tu as un restaurant au quatrième étage, et et là, d'un coup, tu prends une claque où tu te dis, ah ouais, c'est pas du tout agencé pareil. Tout ce qu'on cherche, nous, à chaque fois qu'on va dans un magasin, chaque fois qu'on va, enfin, je sais pas, au cinéma, tout est au niveau de la rue. On monte pas des étages pour accéder à un restaurant, et puis, ou à n'importe quel autre commerce. Enfin, le commerce, il ferait faillite, parce que personne n'irait, quoi. Ouais. Personne n'a le réflexe d'aller en étage. Tout se situe chez nous au rez-de-chaussée. Et ben non, tout est exploité, en fait, de haut en bas au Japon, et tu te dis: «Mais comment ils font?» Bah, c'est très simple, en bas de l'immeuble, ils ont chacun a son enseigne, tout en disant: «Tel étage, vous avez ça, tel étage, vous avez ça, tel étage, vous avez ça», et des fois, les Japonais m'ont dit: «Alors, non, on va pas au restaurant au rez-de-chaussée, on va au restaurant au 5e parce qu'il est tu vas voir, il est vachement mieux», et c'est vrai, et au restaurant du rez-de-chaussée, il y a pas grand monde, et tu vas au 5e et c'est bondé, et tu fais: «Mais comment c'est possible? Ils sont pas Ton œil n'est pas attiré par eux parce qu'ils ne sont pas visibles de la rue». C'est une autre façon de penser l'urbanisme. Donc ça a été vraiment ma claque. La Ouais, ville Lego, alors. On empile les petits magasins les uns sur les exactement, autres. Ouais. exactement. Avec d'autres particularités, mais donc ça reste de la ville, et ça a ses particularités quand même. Ouais. Donc, mais la ville, pour moi, au Japon, c'est la ville. Il y a pas de alors oui, Est-ce que ça grouille de partout comme on voit dans Lost in Translation mais ça grouille de partout dans certains coins, pas de partout, en fait. Ça grouille de partout dans les points névralgiques, et c'est toujours les mêmes qu'on voit à la télé. Ouais. Tu vois la plus grosse gare d'interconnexion au monde, l'équivalent de Châtelet, pour Tokyo, qui est Shinjuku. Ouais, alors forcément, c'est impressionnant, c'est impressionnant, et puis la gare fait des kilomètres, tu peux te perdre dedans, 100 fois. Ou ce Faut carrefour qui ressemble au Times Square de chez eux. Ouais, Shibuya. Ah bah voilà. Ce qu'on voit de Shibuya et de Shinjuku, c'est quoi? C'est un vingtième. Au niveau surface, c'est un vingtième de ce que représente la ville de Tokyo. Autant te dire que t'as pas tout vu Tokyo quand tu as vu, ces 2 endroits-là, parce que, tu as plein d'autres endroits à Tokyo où ça grouille pas autant, et tu as l'impression à chaque fois d'être dans un village différent. Tu Ok. as vraiment cette impression de village, en fait, Tokyo. T'as les quartiers d'affaires, t'as Shinjuku avec toutes les tours, que tu vois, les hautes tours, ça c'est Shinjuku. Donc la ville, le béton, etc. Et après, tu t'éloignes et t'es dans des quartiers où t'as l'impression d'être dans des villages, en fait. T'as une atmosphère de village. La première fois que j'étais au Japon, moi j'étais je sous-louais un appart dans une impasse, mais vraiment une impasse où Ouais. t'as des petites maisonnées, c'est un petit quartier, tout le monde se connaît, y a pas un bruit, y a pas un chat, et tu fais: «Mais t'étais à Tokyo là?» Il n'y a «Bah pas oui, un chat, t'es sûr? Il y a beaucoup de chats. il y a beaucoup de chats, il y a beaucoup de chats, c'est vrai». Mais et une petite, comment dire? T'es dans une impasse avec au bout un tout petit sentier où passe une seule personne, et ce petit sentier, il fait presque 1,5 kilomètre, quoi, et tu vas longer d'autres maisonnées pour atteindre une autre rue. T'as vraiment l'impression là, de pas du tout être à Tokyo. Donc oui, t'as cette terre de, on va dire, cette ville de contraste où t'as du béton d'un côté et puis t'as des villages de l'autre, mais vraiment. Et pourtant c'est Tokyo, et je crois que ça fait si je dis pas de bêtises, ça fait la surface de 30 fois Paris, un truc comme Ah ça. ok, ouais. C'est c'est immense, et bon, c'était quoi la question? C'était Je sais plus. comment tu décrirais le Japon à un occidental à la base? Ouais, alors, bah, ça c'est je décris Tokyo, et alors dans cette ville d'ailleurs, où tu as des gros trucs de béton, et ben des fois entre 2 immeubles, tu as un petit temple. Ouais, bah oui. Voilà, tu as un petit temple, sans crier gare, C'est quoi, du shintoïsme? tu de tout, tu le Shinto, et tu as temple, Bouddhisme? temple bouddhique. Alors les temples bouddhiques en général, c'est des structures un petit peu plus grandes, alors
qu'un temple, un petit sanctuaire, on va appeler ça sanctuaire pour le Shinto et temple pour le bouddhisme. Un petit sanctuaire Shinto, ça peut faire 2 mètres carrés. Ah ouais, ok. C'est juste Comme un un hôtel. petit endroit qui a été, voilà, un petit endroit avec une statue qui s'apparente un peu on va dire à un calvaire ou une Ouais, chapelle, quoi. je vois. Et ça fait 2 mètres carrés et c'est tout. Marrant. Ça a été désigné comme endroit sacré où tu peux aller faire une offrande et puis prier le dieu de là, en fait, alors que le bouddhisme en général, c'est quand même des structures beaucoup plus grandes. C'est vraiment très, 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 très étalé. Le Shinto aussi peut avoir des temples, des collines entières, si tu veux, ou qui font partie du temple, comme quand tu vas au fameux le truc le plus connu à Kyoto, le Fushimi Inari, tu sais, avec les torii qui sont enfilés en couloir, là. Comme ça, bon, ben là, par exemple, quand tu regardes le plan, tu vois que le sanctuaire, il fait toute la colline, quoi. Wow. Et tu peux y aller de jour comme de nuit, c'est jamais fermé, un sanctuaire. Ah ouais, Faut le ok. savoir. Donc tu peux te faire des kiffs ou des frayeurs la nuit quand tu vas dans des endroits comme ça. Très souvent, les Japonais, enfin surtout les jeunes, ils se donnent des défis Bah, évidemment. pour aller dans ces trucs la nuit, parce que c'est vrai que c'est lugubre. C'est très Pour lugubre voir la s'il nuit. rencontre pas la petite. C'est quoi? C'est un esprit de The Ring? Ah c'était quoi? C'était Tamara en anglais et c'était Qui sort, Sabako, je crois. Sabako, qui sort de il la me télé, semble. là. Ouais. Quel est le nombre de jours idéal d'un séjour au Japon? Pour une destination aussi éloignée, j'irais pas à moins de 2 semaines, moi, en fait. 2 semaines, c'est bien. 3 semaines, c'est top. Mais moins de 2 semaines, bon, bah, c'est quand même. Dans la plupart des cas, surtout que maintenant on peut pas survoler, il y a des pays qu'on peut pas plus survoler, enfin en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Donc ça rallonge le trajet. Tu mets plus ou moins, on va dire, une moyenne de 15 heures pour aller au Japon maintenant Ah avec ouais. escale. Avec escale. Ok. Et bah, ouais, pour des destinations comme ça, faut Ouais, 3 pas, semaines, quoi, c'est pas bien. moins de 2 semaines, Mm, quoi. mm. Mm. Quels sont les aspects de la culture japonaise que tu trouves les plus fascinants ou uniques? Bah, il y en a beaucoup. Le, la chose que j'apprécie le plus au Japon, c'est l'esprit de, comment dire? C'est cette façon de penser qui est de toujours penser aux autres. Toujours penser aux autres. Heu, Chez nous, on tient la porte, voilà, à la personne qui vient derrière nous. Chez eux, et on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Chez eux, c'est un art de vivre. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la porte qu'on tient, c'est un ensemble de choses. C'est toujours, ils réfléchissent toujours à est-ce que je vais gêner quelqu'un en faisant ci ou en faisant ça. Voilà, c'est ça en fait qui. Alors des fois c'est à outrance, hein. Des fois c'est à outrance, mais on a au Japon, il y a toujours cette volonté de ne pas déranger les autres et de ne pas causer de problèmes et de ne pas importuner, même involontairement. Donc, et ça va très loin. Ça va très très loin avec ça. Mais ça m'a toujours fasciné, quoi. Et il y a aussi cette chose au Japon, quand vous êtes étranger, et que vous êtes perdu, il y a toujours quelqu'un qui va vous aborder pour dire vous voulez aller où et qui vous y emmène en fait. Ah ouais. Qu'il ait le temps ou pas le temps, il vous y emmène, voilà, parce qu'il veut pas que vous restiez dans votre désarroi, quoi. Ça le gêne quelque part. Après, on peut parler euh, de l'aspect pratiquement, on va dire pratiquement zéro délinquance, où on peut laisser ses affaires, on fait tomber son portefeuille, on le retrouve. Voilà, de tout cet aspect-là. Il y a une chose, par contre, pour laquelle ils sont relous, c'est qu'ils considèrent un parapluie. Un parapluie, en fait, on en trouve partout au Japon. On t'en trouve dans toutes les supérettes, voilà, et ça vaut pas cher du tout. Donc, c'est un bien de consommation qu'ils ne considèrent pas comme une propriété. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un magasin, tu laisses ton parapluie, parce que surtout quand il pleut, tu vas mettre de l'eau dans le magasin. Donc, tu laisses ton parapluie dehors dans un porte-parapluie, et ben, une fois sur deux, tu le retrouves pas.
parce qu'ils considèrent qu'en fait qu'ils peuvent le prendre. Ah. Parce que c'est comme ça, c'est culturel. On te le prend, c'est pas grave, t'en prends un autre. Donc tu fais la même chose, tu prends celui de quelqu'un d'autre. Ben, j'ai eu du mal. Là, par contre, ça m'a heurté parce que je me suis dit, mais comment on peut être aussi respectueux des affaires des autres et prendre un parapluie finalement qui n'est pas à vous. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de nom sur les parapluies, mais du coup, après, ça m'embêtait de devoir laisser mon parapluie dehors parce que en plus, je prenais toujours les parapluies le plus grand, le modèle, parce que tu as deux modèles au Japon. Tu as le modèle 105 cm et tu as le modèle 85 cm ou 75, je sais plus, 75, 85, jusqu'à 100 cm. Et effectivement, je prenais toujours le plus grand parapluie, parce que quand tu as du vent, tu peux te prendre des gouttes si tu as un tout petit parapluie. Et à chaque fois, je me retrouvais avec on me prenait mon grand parapluie et on me laissait le petit parapluie de merde. Donc voilà. Donc il y avait un truc, je sais plus comment je faisais. T'as fini en donnant des coups de parapluie comme ça. Non, touchez pas mon parapluie. Non, j'essayais de coincer le parapluie en fait. C'est une espèce comme un porte-bouteille, tu sais, les trucs de parapluie. Donc c'est un truc en ferraille, tout ça. Et j'essayais de le mettre un peu en travers comme ça pour que ce soit difficile à prendre et genre. C'est pas le vôtre. Genre ouais, tu vois, s'il est difficile à prendre, c'est que peut-être tu devrais pas le prendre. Voilà, c'est le seul truc. C'est le seul truc que j'ai trouvé relou. À part ça, ouais, comme je disais, j'ai pas d'exemple concret là-dessus, mais les Japonais passent leur temps en permanence à essayer de t'accommoder parce qu'il faut respecter, il faut que ce soit l'harmonie, il faut que ce soit bien et que tout le monde soit bien et que tout le monde soit voilà, se sente bien. Il ne faut gêner personne. Les enfants l'intègrent très tôt. C'est pour ça que très souvent, enfin c'est rare que j'ai vu des enfants, par exemple, taper des crises, ah ouais. comme des enfants occidentaux. Les parents japonais inculquent très tôt, ça j'en ai discuté avec eux, apprennent très tôt à leurs enfants à ne pas faire de scandale. Et les enfants intègrent ça très vite. Ils intègrent très très vite qu'ils ne peuvent pas faire de caprices comme ça, se rouler par terre, faire un scandale parce qu'ils vont faire honte à leurs parents, quelque part. Et ils intègrent ça très vite. Wow. Ouais. Qu'est-ce qui fascine dans ce pays pour nous occidentaux, tu penses? Parce que toi, c'est venu de plusieurs endroits, comme tu l'as expliqué. Ouais. Aujourd'hui, je pense que la culture japonaise est beaucoup plus répandue qu'il y a 20-30 ans. Oui. Donc, les mangas... Ouais, ils ont un soft power. Ouais, hallucinant. Hallucinant. Les animés, ça marche à balle. Ouais. Donc je pense que c'est ça qui fait venir beaucoup les jeunes vers le Japon, la culture japonaise. Mais hormis ça... En 1865, ils ont été forcés à l'ouverture. Et ensuite, il y a eu un empereur qui s'est inscrit dans la modernité, c'est-à-dire qui a fait passer le Japon d'un Japon féodal à un Japon moderne, mais à la va que je te pousse, hein, c'est-à-dire ça a été hyper rapide, où le Japon a été sommé, enfin en tout cas s'est mis la pression lui-même pour pas seulement s'ouvrir aux autres pays, mais devenir une puissance internationale en très peu de temps, avec des victoires militaires contre la Russie, contre la Chine, à la fin du 19e siècle, donc seulement 30 ans après l'ouverture, quoi. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale où, on le sait, les bombes, tout ça, enfin vraiment, ça fait une nation qui aurait dû être effondrée et qui, malgré tout, s'est relevée. Je crois que ce qui fascine aussi au Japon, c'est le côté renaissance, quoi, le côté ressuscité, le côté phénix, quoi, malgré ce qui s'est passé, malgré ce qu'ils ont enduré. Donc ça, déjà, ça fascine, je trouve. Ça fascine, enfin culturellement, se dire, mais... Et ils en ont fait, c'était la deuxième puissance économique dans les années 90. Ouais. Là, peut-être plus maintenant, mais c'était la deuxième puissance économique. Comment ils ont fait ça en si peu de temps, finalement. En si peu de temps, ouais. en ayant pris des bombes ouais. En 45. Donc oui, déjà, cet aspect-là fascine. Alors c'est très marrant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les animés aussi, qui fascine. L'aspect
l'aspect, comment dire, seconde vie, l'aspect se dépasser. Tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi énormément dans leurs animés. Et ça je sais en discutant avec les autres que ce qui les a fascinés à travers les mangas, déjà, c'était ça, quoi. C'était Dépassement de soi. le dépassement de soi, la force de l'amitié, l'entraide. Bien sûr. Ça te le vend mieux que n'importe quel autre dessin animé, quoi. Ouais, pas faux. En tout cas occidental. Donc oui, ça, je pense que ça fédère. Ça fédère, en fait. Comment t'as débuté dans le doublage? Comment j'ai débuté dans le doublage? J'ai débuté grâce à un pote qui m'a, en fait, qui faisait pas spécialement de doublage plus que ça à l'époque, mais qui m'avait proposé d'aller assister à des plateaux parce que lui, il y allait. Et moi, je savais pas du tout qu'on pouvait assister à des plateaux. Moi, j'étais encore en théâtre. J'étais encore en cours de théâtre à cette époque-là. Il m'a dit, t'intéresses de voir ça? Et j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas. Et donc, on y a été, et puis ça m'a plu, et puis j'y suis revenu les jours suivants. C'était impressionnant parce que je me souviens, les premières fois que j'ai assisté à des doublages, c'était pas du tout comme je l'imaginais, en fait. Pourquoi? Eh ben, j'étais impressionné, par exemple, enfin, il y a plein de choses techniques qui nous échappent quand on n'est pas du tout du milieu, hein, qu'on sait pas, mais j'étais impressionné de voir que des fois, il y avait des comédiens, j'entendais pas du tout ce qu'ils disaient au micro, et quand on réécoutait, le micro avait chopé ce qu'ils avaient dit, et je me disais, mais comment on va faire pour entendre un truc aussi faible? Et qu'en fait, après, tu vois, tu fais, ah ouais, ça se marie super bien avec l'image et tout. Donc j'étais assez impressionné, et ça m'a intrigué, ce travail, en fait, de comédie, mais statique par le corps, hein, et tellement vivant par la voix. Ouais. J'y suis revenu un peu tous les jours, et j'ai eu la chance. Au bout de peut-être pas une semaine, qu'on me propose, que la personne qui me permettait d'assister, parce que j'ai toujours la même, c'était le regretté Georges Caudron, me propose de faire un plateau dans ce qu'on appelle des ambiances avec lui. Donc c'est faire des petits rôles par-ci par-là, une séance de petits rôles avec plusieurs personnes qui sont là pour faire la même chose. C'était sur une série qui s'appelait Haunted, c'était pour M6. Voilà, et c'était Georges Caudron. Ok. C'est comme ça que j'ai commencé. Pratiquement, j'ai vu la lumière, je suis rentré, quoi. Voilà. T'es surtout connu pour graviter autour de la Japanimation. Alors ça me donne l'occasion de te poser quelques questions spécifiques à ce domaine. Quels défis particuliers rencontres-tu en doublant des personnages d'animation, notamment en ce qui concerne les émotions et les expressions? Ah oui, déjà, je voulais dire un truc, parce que je voulais réagir à la première partie de ta enfin, quand tu as posé le truc que je faisais de la Japanimation. Figure-toi qu'au début, quand je venais assister, justement, j'avais dit que je parlais japonais, et c'est vrai, parce que j'avais fait des études de japonais avant de faire du théâtre. Et ben, j'ai regretté amèrement de l'avoir dit, parce qu'il y a certains directeurs artistiques de l'époque qui, sachant que je faisais que japonais, quand j'allais sur leur plateau pour assister en tant que comédien, ils disaient, ah, voilà le traducteur. Ah, oula. Et donc, tu sentais que ça te catégorisait, et que du coup, ça te desservait, parce que les gens ne te voyaient pas comme forcément quelqu'un qui venait pour assister, pour faire du doublage, mais plus comme un fan. Mais je me montrais pas fan. J'avais très bien compris aussi que même si t'es fan, tu le gardes un petit peu pour toi, parce que t'es pas là pour ça. T'es pas là pour sauter sur les gens en disant j'adore ce que vous faites, tout ça, parce que oui, t'es un peu caractérisé comme un fan. Mais là, c'était carrément, je sentais qu'on n'aimait pas en France la double casquette, quoi. Ça me faisait voilà, sentir que ouais, mais en fait là, je suis là en tant que comédien, je suis pas là en tant que traducteur. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il dit là? Voilà. Et que j'étais un peu sollicité pour ça, et que c'était un petit peu le traducteur de service. Donc j'ai très vite arrêté de mélanger les deux. C'est-à-dire, j'ai très vite tu le fait que je parlais japonais, et je me suis vraiment dit, t'y vas
parce que tu fais du théâtre, t'es comédien, t'es intéressé pour faire du doublage, mais voilà, tu te tais sur le reste. Voilà. Et donc pendant très longtemps, j'ai tué cet aspect-là. Et quand on m'a proposé un premier manga à diriger cette fois-ci et non pas à doubler, donc j'en doublais déjà, et les gens avec qui je doublais, une fois que qu'on me mettait sur un rôle et que j'étais sur de l'animation, je disais comme ça, bah oui, ça tombe bien, je parle japonais, voilà. Mais j'avais déjà le rôle, donc voilà, tranquille. Le premier animé que j'ai dirigé, c'est parce que le directeur du studio, pour lequel j'avais travaillé comme comédien sur de l'animation, savait que je parlais japonais et donc m'a confié un premier truc à diriger parce que je parlais japonais. Donc ça n'a pas fait que te desservir. Au départ, ça m'a desservi. Au départ, ça m'a desservi. Il m'a suffi d'une rencontre avec un directeur artistique qui m'a appelé le traducteur et j'ai vite arrêté de dire quoi que ce soit sur le Japon. Sur l'animation japonaise, il y a quand même des codes un petit peu universels qu'il faut comprendre. Et puis, ce qui est redoutable au début, c'est bête, hein, mais c'est d'apprendre à bien faire des réacs, en fait. Ouais. Parce qu'une réac ratée, c'est tout le truc qui tombe à l'eau, en fait. Et ils en ont des milliers. Oui, ils en ont des milliers. Alors après, on n'est pas obligé de les marquer comme eux. Hein. Je veux dire, eux, c'est vraiment... Alors comment on fait une bonne réac japonaise en français ? Eh ben, il faut de l'image. Là, je pourrais te faire la réac. Ouais. Comment on fait une bonne réac on propose un truc au départ, hein, je dirais. Après, le métier aidant, on réfléchit plus à ce qu'on fait, on le fait et voilà. Mais vaut mieux en donner trop que pas assez. Voilà. Faire peut-être quelque chose d'exagéré en pensant que c'est exagéré et peut-être que ça l'est pas et peut-être que ça ira très bien et redescendre si on vous demande de redescendre et en donner un petit peu moins, mais vaut mieux exagérer le truc au début si on comprend pas. Mais c'est un apprentissage, il faut que ceux qui se mettent à faire du dessin, pas que de l'animé, je dirais du dessin animé en général, faut se lâcher. Donc, faut se lâcher, mais il faut se lâcher par rapport à l'image. Si l'image est réaliste, on va faire quelque chose de réaliste. On est adaptable. Mais si l'image est bigger than life, bah tu vas donner si c'est Ranma 1,5, du bigger than life. Ah bah, si c'est Ranma 1,5, alors là, c'est le festival des même en français. Surtout, bah, le mien, il a un katana et il tape sur tout le monde parce qu'il est jamais content. Donc forcément, lui, il est explosif. Il est explosif, Tatewaki. Ok. Y a-t-il des différences culturelles que vous devez prendre en compte lors du doublage de personnages japonais ? On parlait des réacs, ça peut en être une, il y en aurait d'autres ? Ouais. Je sais pas si la question se pose dans ces termes. Je pense qu'il faut regarder l'image et il faut suivre, tout simplement, et intégrer le truc. Ce qui est important dans un doublage, dans n'importe quel doublage, hein, le doublage, c'est l'immédiateté, c'est pas un travail à la table, c'est vraiment de l'immédiateté. Donc en fait, il faut piger très vite l'univers dans lequel tu te trouves. T'as pas forcément le temps de t'y préparer. Tu sais très bien qu'on nous dit quasiment jamais sur quoi on est. Voilà, quand on nous convoque, donc on a peut-être 5 minutes, entre 2 et 5 minutes pour intégrer un univers et comprendre avec le moins d'indications possible ce qu'on va faire. Donc on va simplement suivre le truc. Si on voit que c'est du délire, ben on y va. Quand tu diriges, comment tu choisis les personnages les voix des personnages ? Y a-t-il un processus spécifique que tu suis ? Ça m'est arrivé de donner des rôles qui n'étaient pas dans les évidences des comédiens et que ça a surpris au départ et qui sont extrêmement bien sortis et qui étaient très contents de le faire et de faire quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire. On est toujours content de sortir. On est toujours content de sortir de sa zone de confort et de s'en sortir bien avec brio. Et c'est arrivé plusieurs fois, parce que des fois tu vois des trucs dans les gens que les autres voient pas forcément et
Et c'est comme ça, hein, tous les directeurs artistiques voient peut-être quelque chose dans quelqu'un que tu verras pas toi et que eux ne verront pas quand tu le verras. Euh, si c'est C'est clair. ça, c'est la part subjective. Je ne sais pas. Si. Voilà. Et des fois, il y a des comédiens qui sont surpris. Ah bon, tu m'as pris pour ça? Ah oui, oui. Je dis ouais, je suis sûr que tu peux le faire. Pour moi, c'est dans tes évidences. Et aussi, simplement, c'est des fois en croisant la personne et pas forcément en travaillant avec elle, mais tu vas discuter avec une personne et puis d'un coup, elle va dégager un truc, elle va te donner une impression et tu fais oh, ça me fait penser à tel rôle. Et tu vas confier ce rôle-là à la personne parce que tu vas voir que ça correspond et que ça match, quoi. Mais après, des fois, on se glisse pas dans un rôle forcément avec la même facilité dans tous les rôles. Des fois, il y a des rôles qui demandent vraiment un travail un vrai travail de recherche, un vrai travail on rentre pas comme ça. Il y a des rôles où c'est un peu plus résistant et c'est un peu plus frustrant parce qu'on va mettre du temps à bien les choper avant de les choper. Mais en général, j'ai remarqué que c'était les rôles les plus plaisants. C'est-à-dire ceux que tu n'as pas abordés avec facilité, où tu as mis un peu de temps à être dedans, et une fois que tu es dedans, voilà. C'est des rôles qui restent, ça. Okay. Parce que tu auras un peu lutté pour y arriver. Il y a le côté challenge. Donc il y a le côté challenge et le côté récompense, ouais. Ouais. Parce que ça te fait évoluer, finalement. Bah ouais. T'as eu du mal, mais t'as évolué, t'as réussi à... Donc, c'est beaucoup plus gratifiant, ces rôles-là. On dit qu'une chose ne vaut pas la peine d'être acquise ou s'il n'y a pas eu de difficulté. Oui, voilà. Quelle tendance ou évolution as-tu remarqué dans le doublage d'animation japonaise ces dernières années? Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse différence dans la façon de faire aujourd'hui que tu citais le Club Dorothée à cette époque-là, par exemple? Et nos aînés sur les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball et Ranma 1/2, Nicky Larson et compagnie. Je constate avec plaisir qu'on y met un petit peu plus de moyens, c'est-à-dire que c'est plus considéré. À l'époque du Club Dorothée, il y a jusqu'à encore quelques années, c'était vraiment des équipes réduites. Hein. C'était vraiment des équipes réduites. Un comédien pouvait faire 5, 6, 7, 8 voix. Et donc, il y avait un petit problème de considération. Et je dois dire que je trouve que Netflix, parce que je pense vraiment à eux, là, pour le coup, je les ai vus un peu changer la donne. Parce qu'ils se sont mis à faire de l'animé qu'ils produisaient eux-mêmes. J'avais travaillé sur leur premier animé qu'ils avaient vraiment produit, s'appelait Lost Song, et c'était en 2018, où là, vraiment, Netflix sortait de l'animation japonaise qu'ils ont produit eux-mêmes. Et ben, forcément, c'était quali, et ça devait être quali, et ça s'en ressentait aussi au niveau du doublage. Et là, pour le coup, moi, j'ai connu la période où on nous faisait enregistrer 2 épisodes par jour. Quel que soit le lignage, c'est 2 épisodes par jour. Les studios voulaient rien savoir. Ils disaient, bon, c'est de l'animation, hein, donc c'est bon, tu rentres 2 épisodes par jour. Oui, mais attention, il y a des épisodes qui font 250 lignes, donc 250 lignes plus 250 lignes. Une journée de doublage où tu rentres 500 lignes, une bonne journée de doublage, mais si tu t'y prends bien et que tu es avec des gens compétents, ça rentre. Mais quand pour des épisodes qui font 20 minutes 20 minutes. Mais quand on te file des épisodes, tu dois les rentrer 2 par jour, et que les épisodes, ils sont hyper bavards et qui font entre 350 lignes et 400 lignes, si on te force à en rentrer 2 par jour, ça s'appelle de l'abattage. Là, tu fais n'importe quoi, et c'est pas bon. C'est bon pour personne. C'est frustrant. T'as même honte de devoir mettre ton nom au générique. Un truc comme ça. Et Netflix, ils sont arrivés, ils ont changé la donne, voilà, parce qu'ils ont eu des exigences en la matière, et là, d'un coup, les studios ont été obligés de suivre. Donc, je les remercie pour ça, quelque part, Netflix. Tu crois qu'ils ont fini par faire une étude de marché, se rendre compte du potentiel énorme? Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a des séries d'animation qui sont plus regardées que des choses tournées. Évidemment. Et tu connais la différence de prix entre un 20 minutes d'animation et 20 minutes avec des acteurs en prise de vue réelle? En live, ouais, non, moi je la connais pas. C'est de l'ordre de 1 pour 20, quoi.
Enfin, l'animation est beaucoup moins chère que l'animation est beaucoup moins chère. Mmh. L'animation est beaucoup moins chère. Donc, et quand tu te rends compte que tu as plus d'audience avec des fois des séries d'animation qu'avec des séries avec des acteurs de chair et de sang, bon, ben, oui. Ouais. L'animation est un très bon rapport qualité-prix. Puis on l'a vu d'ailleurs énormément pendant le Covid. On n'a pas pu avoir il n'y avait pas les tournages étaient au ralenti et tout. Heureusement qu'il y avait de l'animation. Heureusement qu'il y avait de l'animation pour sortir parce que ça... Est-ce que tu crois que ça a changé à ce moment-là, leur point de vue? Est-ce que c'est la période qui a fait que... Non, un petit peu avant. Okay, un petit peu avant aussi. Okay. Parce que toutes les plateformes se sont mis à vouloir avoir de l'animation japonaise parce que ça fait des cartons d'audience et que c'est beaucoup moins cher à produire. Donc le rapport qualité-prix est super. Donc il fallait que aussi dans le doublage, ce soit un petit peu reconsidéré. Quand on entend les vieux de la vieille discuter comme Brigitte Lecordier, comme tous ceux qui ont vécu les années AB, hein, on va dire, qui doublaient, qui faisaient 4 épisodes par jour, ils étaient tous ensemble, ils doublaient, ils étaient 5, 6, 7, 8 maximum, et puis ils doublaient plusieurs épisodes en se répartissant tous les rôles. Il y avait ce côté un petit peu industriel, quoi. Et puis... les vétérans me racontent que c'était mal considéré. C'était des japonaiseries, c'était pas quelque chose de noble. Donc c'était pas tous les comédiens qui allaient faire de l'animation japonaise. Donc il y a toujours ce truc qui a un peu perduré et qui même, c'est très dommage de la part des studios, considérer l'animation comme quelque chose de pas très noble et que voilà, c'était on peut faire ça à la va-vite, tout va bien, tout le monde s'en fiche. Ça n'a pas de grandes conséquences, sauf qu'il y a un public et que maintenant il se manifeste, et c'est très bien qu'il se manifeste, et qui reste critique aussi de ce qu'on lui propose, des versions françaises. Si c'est pas bon, faut le dire. Si c'est bon, faut le dire aussi. Voilà. Est-ce que le public est juste? Est-ce qu'il le dit quand c'est pas bon? Est-ce qu'il le dit quand c'est bon? Le public est de plus en plus juste. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, il y a quelques années encore, c'était la critique facile, et surtout, il y avait beaucoup de gens, beaucoup moins maintenant, hein, mais on voyait beaucoup de commentaires de gens qui critiquaient les choses avant même de les avoir vues. Hein. Ça a toujours été. Donc, il y en a toujours un petit peu maintenant, mais non. Les gens critiquent pour avoir vu, pour avoir écouté, et je trouve sont très constructifs. Sont très constructifs, bon, là, pour la plupart, hein, très constructifs dans leurs commentaires. Et même si on réagit pas, ça aide à avancer, ça aide à voir ce qui va pas. Des fois, il y a des critiques qui sont justes, des fois, il y en a qui sont injustes, et puis il y en a aussi où on peut pas savoir parce que les gens n'ont pas les tenants et les aboutissants, mais bon, nous, on n'a pas à se justifier du « Ah oui, non, mais excuse-nous, c'est pas bon parce qu'en fait, ce jour-là, il s'est passé ci, il s'est passé ça. » Le public, il n'a pas à savoir ça. On doit nous, être toujours quali et faire de la qualité. On n'a pas spécialement d'excuses. C'est très bien parce qu'en fait, c'est eux qui ont le pouvoir. Ceux qui, justement, qui critiquent. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que les comédiens de doublage qui regardent ça, hein, les critiques des doublages. Il y a aussi les clients. Et des fois, quand les clients ont tendance à faire un petit peu n'importe quoi et à vouloir faire ça à l'économie, ça s'entend, ça se ressent, et le public le ressent. C'est bien aussi que le public puisse envoyer ses coups de semonce pour dire n'envoyez pas ça là-bas, voilà. À l'économie, c'est moins de temps, voire complètement dans un autre pays ailleurs? Ouais, moins de temps et dans un autre pays. Dans un autre pays où c'est pas les comédiens, hein, qui font défaut, c'est la façon de faire. C'est juste la façon de faire, c'est juste le côté c'est moins payé, donc on fait ça de façon un peu plus industrielle, quoi. Mais quand on nous force à faire ça en France aussi, moi je trouve ça scandaleux. Quelles sont les œuvres sur lesquelles tu as préféré bosser et pourquoi? Il y en a beaucoup, hein. C'est dur. C'est dur de te répondre parce que il y en a. T'as pas un top 3?
Il y a, on va pas se mentir, il y a les séries, en tout cas en animation ou Ouais, de manière générale. comme tu veux, comme ce qui te vient. Ouais, il y a une série. Ouais, alors la série que j'ai adorée et que ce sera De faire mieux. très dur de faire mieux. Je parle pas de doublage, hein, je parle là vraiment de la série en particulier et du fait de se retrouver dessus. C'était Peaky Blinders. Ok. Peaky Blinders, pour moi, voilà, on est au top du top là. Euh, des séries comme ça. Peaky Blinders, j'étais vraiment là, j'ai eu la chance d'être dessus et j'ai adoré. C'était incroyable. T'étais fan avant de jouer. Non, pas du tout. Je Ok. connaissais pas. Ah, tu l'as découvert Je connaissais pas. Je l'ai découvert. en venant bosser? Je l'ai découvert en allant bosser et je l'ai redécouvert après en regardant. Parce que quand tu vas bosser, il y a ça de frustrant aussi, hein, surtout en doublage, c'est que tu ne vois que les scènes que tu vas faire. Alors tu as un petit résumé de ce qui se passe avant, de ce qui se passe après, mais c'est un résumé qu'on te donne comme ça pour pouvoir faire ta scène Te mettre en condition, quoi. au moment donné, et te mettre en condition. Donc en fait, tu sors de là, tu as fait des scènes, mais tu sais pas exactement tout, quoi, en fait. Ouais. Donc ça t'a rendu curieux Tu de sais pas faire tout, tes ouais, ça bouts t'a de rendu scène. curieux, et donc après tu regardes le truc et tu fais ah ouais, donc ah oui, ça, ouais, d'accord. Ouais, ça envoie, c'était En super fait, c'est série. ça, ouais, Peaky Blinders, c'est T'as vu toutes les incroyable. saisons, Oui, ouais, j'ai j'imagine, vu toutes les saisons. et t'attends le film avec impatience, comme beaucoup de gens. Ouais, Ouais. ah ouais. Même, enfin, je veux dire, voilà, je pas spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé Peaky Blinders parce que voilà, j'étais dedans, mais voilà, que je sois dans le film ou pas dans le film, moi, c'est vraiment en tant que spectateur, là, je l'attends. Dragon Ball Super, parlons de l'incroyable Whis. Comment Mhm. as-tu décroché ce rôle délirant? Quand j'ai décroché ce rôle, le directeur artistique, Antoine Nouel, m'a fait confiance et m'a confié le rôle, Tout simplement? tout simplement, et c'était chouette. Ok. Il t'a dit quoi, donné quoi comme indication quand t'as découvert le rôle, le perso tu parlais de la mise en condition. Il m'a dit qu'il était très maniéré, quoi, tout simplement. Il m'a dit il est très maniéré, regarde-le. Et puis il m'a pas dit grand-chose, et puis il n'a pas eu besoin de me dire grand-chose d'ailleurs, parce que simplement l'image parle d'elle-même, hein, en fait. Donc t'as ce mec comme ça qui on a l'impression qu'il sort du 18e avec sa pompadour sur la tête, avec ce côté hyper maniéré et tout. Bon voilà, et là faut y aller, hein. Il n'y a pas de question à se poser. Alors après, tu en fais trop ou tu en fais pas assez, ça c'est le directeur artistique qui te le dit. Mais là, voilà, tu proposes, tu vas chercher dans ce côté grandiloquent. Voilà. T'as pas eu un double take au début en te disant oh là, comment je vais faire ça? Est-ce que peur du ridicule ou peur de. Alors non, j'ai pas eu peur du ridicule. J'ai eu peur de pas en faire assez, mais j'ai pas eu peur du ridicule dans le sens où le ridicule, il est déjà dans l'image, hein. Ouais. Enfin, Bon, c'est un il ne perso peut pas y comique. avoir de ridicule parce que c'est l'univers de Dragon Ball, c'est l'univers de Toriyama, donc tu sais à peu près quand même où tu mets les pieds. Ça, j'aurais adoré doubler dans Dr. Slump. Enfin, Ah Dr. oui, Slump, c'est un autre chef-d'œuvre de grave. Toriyama. Ouais. Ouais, voilà. Et donc en fait, j'étais déjà trop content d'être dessus. Donc, on pouvait me faire refaire 100 fois la scène. La première pour trouver le truc, c'est pas grave. J'étais sur Dragon Ball. Bah justement, toi qui étais fan de la série originale, quel effet ça t'a fait de poser ta voix dans cet univers tellement culte? Ouais, c'est incroyable. C'est le petit garçon, en fait, qui était sur le canapé et qui traverse la télé pour se retrouver derrière. Voilà. C'est ça l'effet que ça m'a fait. Tu l'as fait seul, avec Bruno? Je l'ai fait avec. Est-ce que Au départ, je l'ai fait avec pratiquement. Sur les films et sur la série qui a suivi Dragon Ball Super, on était pratiquement tout le temps. On était plusieurs. Donc t'as vu The Crew original? Ouais, j'étais avec The Crew. J'étais avec mon collègue Bruno, Ouais. qui fait. Bruno Magne, Parce qu'on était vraiment Bruno Magne, ouais, qui fait Beerus, donc on était un tandem. Et très souvent, j'étais avec Patrick Borg, j'étais avec Eric Legrand, pour lequel j'ai une pensée aujourd'hui, ouais, paix à son âme. et avec Céline Monsara, avec Brigitte. Enfin voilà, on était vraiment Donc t'étais avec The Team co-original, ça devait être J'étais avec dingue. The Team, Ouais, ça devait être j'étais dingue. avec The Team.
Juste de les voir en vrai et puis de regarder l'image et de dire oh là là, mais qu'est-ce qui se passe quoi, Ouais, je suis mais dans Dragon après, Ball. t'es dessus, donc si tu veux, l'atmosphère de travail prend le pas, quoi. Mhm. Même si ça déconnait à tout va, quoi. Enfin, y a pas plus déconnant que ces gens-là. Ils se connaissent, ils se pratiquent depuis des années, des années, des années. Donc forcément, il y a quelque chose qui se passe. Et, j'étais impressionné parce que quand on entend tous ces trucs, comme quoi l'animation était pas très bien appréciée, pas très bien. Tu pouvais t'attendre à la rigueur à ce que les gens soient un peu désabusés et le fassent par-dessus la jambe. Mais eux, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je repense particulièrement à Eric, euh, que j'ai vu travailler et qui, pas une fois, je ne l'ai entendu dénigrer quoi que ce soit de la série ou de son personnage. Et surtout, ce qui m'impressionnait, c'est ce qu'il donnait sur Vegeta, c'était incroyable. Ouais, une implication totale, ouais. C'était incroyable. Il hurlait pendant des boucles et des boucles et des boucles. Et moi, j'étais sur Dragon Ball, mais pour une fois, moi j'avais le rôle qui ne gueulait pas. Il n'avait pas besoin de gueuler. Le mien, il était... Voilà, c'était une plume au vent, mais il n'avait pas besoin de hurler. Et je voyais mes collègues comme Patrick et Mouiller la chemise. mouiller la chemise littéralement, quoi. Et Eric faisait pas semblant d'hurler. Il faisait vraiment pas semblant d'hurler. Ouais. Il était incroyable. Que ce soit lui, que ce soit Patrick, que ce soit Brigitte, c'est pareil. Ils ont des rôles où à la fin de la journée, normalement, t'es sur les rotules quand t'as fait ça. Voilà. Donc non, c'était une sacrée leçon. Alors oui, j'étais un petit peu le petit garçon, tout ça, mais l'atmosphère de travail reprenait le dessus, donc j'avais pas le temps de me laisser distraire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Avec le recul, je savais ce que je vivais. Qu'est-ce qui te reste, ouais. Je savais ce que je vivais, je savais que j'étais dans mes petits souliers, c'était le kiff absolu, quoi. J'étais avec The Crew, Ouais. mais j'étais là pour travailler. Il y a des trucs qui te restent depuis, du coup, avec le recul, bien sûr, plein. des images, Plein. T'as un moment en particulier que, je sais pas, qui t'a marqué, qui t'est... Une des dernières séances que j'ai faites sur Dragon Ball Super, c'était le lendemain d'une nuit où j'ai failli crever. J'avais eu une intoxication alimentaire pendant la nuit. J'avais rendez-vous le lendemain en plateau. Et je suis arrivé sur le plateau, j'étais livide. Et ça, c'était un de mes pires souvenirs. Et tu te dis en plus, oh, c'est l'avant-dernière ou la dernière séance, c'est con. Mais comme quoi, les comédiens sont des humains comme les autres. Exactement. J'ai pas eu d'intoxication comme ça depuis. Non, des fous rires. C'est Céline Montserrat-Bulma qui avait donné à manger à Whis quelque chose qu'il fallait pas Non. Non, mais Céline me faisait beaucoup marrer dessus. Céline me faisait beaucoup marrer parce que elle donnait faussement l'impression, et je dis bien faussement, qu'elle était un petit peu au-dessus de ça, au-dessus de ce qui se passait ou quoi, mais elle avait ce côté j'y vais pas, enfin ce côté un peu en retrait qui me faisait rire parce qu'en fait c'était qu'une impression, c'était qu'une attitude. Quand elle est au micro, elle est magicienne, elle est magique, elle est tout aussi magique que les autres, quoi, mais elle donnait l'impression de pas y aller, alors qu'en fait, voilà, elle donne tout. Elle est énorme, elle donne tout. Mais moi, j'étais qu'avec des cadors, quoi. Des monstres, ouais. Des monstres, c'est ça. On n'a pas signé Marco, cité Marco. Mais oui, mais Marco aussi, c'est pareil. Ouais. Des barres de rire avec Marco sur le plateau de Dragon Ball et en dehors aussi, parce qu'on a pu faire des events. Je me souviens qu'on était invité au Paris Game Show pour la sortie de Dragon Ball Fighter Z, à laquelle on n'a pas prêté nos voix puisqu'il n'y a pas de doublage sur
sur ce truc. On aurait adoré le doubler. Ouais, ça aurait été fou. D'ailleurs, on était là-bas un petit peu en mode de dire, ce serait bien de leur dire qu'ils doublent les suivants, les prochains numéros. Surtout que dans le jeu, il y avait Whis, donc il y avait, tout le monde, et puis il y avait tout le monde. On a pu aussi se retrouver pour du caritatif aussi, toute l'équipe Sympa. de Dragon Ball, ouais. Et comme ça, à diverses occasions, on nous invitait plus ou moins sur le thème de Dragon Ball dans des conventions. Donc c'était chouette. Ça a été une chouette aventure parce que ça a débouché aussi sur des petits extras, on va dire, en dehors du doublage et de participer à des conventions et de rencontrer le public à cette occasion. Toi qui es fan de Dragon Ball, c'est quoi ta période de Dragon Ball préférée? Ma période de Dragon Ball, ouais, moi je dirais le début, moi. Je dirais la première série. Ah, Dragon Ball, pas Dragon Ball Dragon Z. Ball, ouais. Après, Donc le petit. je dirais petit Son Goku. la partie. Il y a quand même, en fait, j'ai adoré l'apparition à partir du moment où Trunk apparaît. Je me souviens Ouais, dans Dragon Ball Z, les cyborgs et tout, quand Trunk apparaît. Mais toute la partie jusqu'à Freezer, j'ai trouvé ça un peu Plan-plan. plan-plan, ouais, c'est ça. Ok. Mais après, avec les cyborgs, ouais, le Trunk et tout, je trouve que ça Il a a amené un truc, reboosté ça a reboosté pour moi la série. Et après, bon, Boubou, c'était sympa, mais c'était long. Ouais, Voilà, je suis d'accord. j'ai trouvé ça un peu long, Boubou. Ouais. Quel est ton jeu vidéo Dragon Ball préféré? Alors, j'ai mon jeu. J'ai Dragon Ball Fighter Z. Hein, Ouais. j'ai adoré. Trop bien. Je suis pas un pro dessus, mais voilà, je le trouve impressionnant. Le premier jeu vidéo Dragon Ball que j'ai eu entre les mains, je me souviens. Pour la petite histoire, en fait, j'habitais pas Paris, mais je venais avec mes parents chaque Noël à Paris chez des amis. Et ce Noël-là sortait Dragon Ball Z 2. Enfin, oui, en fait, c'était le 3, mais Dragon Ball Z 2 sur Super Famicom. Ah, oh, ok. Même pas encore. On était encore à l'époque où il fallait attendre des mois pour qu'on ait des sorties officielles bien après le Japon et les États-Unis. Ouais, voilà, un an quand on avait du bol. Donc tu t'es tapé la boulevard Voltaire. Donc en fait, voilà, c'était le jour où on repartait dans le sud. J'avais été déjà au boulevard Voltaire et puis il m'avait dit je reçois le jeu une boutique m'avait dit je reçois le jeu demain en avant-première. Il était même pas encore sorti au Japon, mais c'était l'époque où voilà, les colis arrivaient quand ils arrivaient et très souvent ils arrivaient avant les sorties. Et il y a une boutique qui disait je vais l'avoir demain et tout et Dragon Ball Z2, et donc j'avais vu les previews avec Gohan ado sur la jaquette. Exactement, et surtout par rapport au premier, les sprites ils avaient l'air énormes, ils étaient bien, voilà, bien c'était sûr. voilà, on nous annonçait que ça allait être un gros carton. Et donc j'y vais le jour dit, et puis je vois qu'il y a déjà une queue devant le magasin. Ils étaient tous là pour ça, pour le même truc. Et le mec du magasin, il disait je l'ai pas encore, voilà, le livreur est pas encore arrivé, donc je sais pas quand est-ce qu'il arrive et tout. Et donc il nous tenait au courant, les gens dehors, tu vois, en train de faire la queue pour Dragon Ball Z2. Et donc, à un moment donné, il vient, il fait je vais le recevoir vers 15h. Et moi, j'étais là, je devais être rentré pour 15h. Je pouvais pas rester jusqu'à 15h. Donc, le mec, il dit, c'est bon, j'ai eu le transporteur, il va le livrer pour 15h et tout. Donc, il y a des gens qui restaient et moi, j'étais là, je peux pas rester. Donc, la mort dans l'âme, je suis rentré dans la boutique et j'ai pris le Dragon Ball Z1 parce que je ne l'avais pas. Mais j'avais vu les previews, j'avais vu les tests aussi. Le jeu qui m'a fait acheter la console, d'ailleurs. J'ai Dragon Ball Z1 et je me souviens dedans il y avait la petite image dorée dans le jeu, tu sais, l'image pas en 3D mais en ouais, ok, avec les losanges là. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Les trucs dorés et que toutes les cartouches n'en étaient pas pourvues en fait, c'était un peu random. Et donc je me suis retrouvé avec le Dragon Ball Z1 que j'ai pris parce que de toute façon je l'avais pas. Et même si techniquement il était beaucoup moins réussi que le deuxième je l'ai eu quelques mois plus tard, mais
mais j'ai kiffé parce que Bah, c'était il y Dragon avait Ball quelque chose. déjà, et C'était Dragon puis Ball, ouais, et puis il y avait quand même, il y ouais, avait c'était quand même sympa. quelque chose. Il y avait quand même quelque chose de sympa. J'avais adoré les musiques. Non, il y avait vraiment un truc sympa. Et puis il y avait les digits avec les voix, Mais quoi. carrément. Et ça, c'était, elles étaient quali en plus. Ouais. Pour la Super Nintendo, tu pouvais t'attendre à un son un peu téléphone, un peu étouffé, parce que le sampling était un peu bas, quoi. Mais là, non, 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 c'était Non, celle vraiment. qui dit Kamehameha, tu l'entends Ouais, bien ouais, et ouais, c'était chouette. Ouais. c'était hyper. Bah, c'était chouette. Et puis, bah, ça m'a tenu pendant des mois. Et j'ai lutté sur celui-là pour avoir la vraie fin. Donc, voilà, je reste sur le premier, en fait. Même si j'ai adoré le 2, le 3, bon, le 3 était plus une redite du 2 avec des nouveaux personnages, hein, ça rajoutait rien, je crois qu'il y avait même pas de mode story dans le 3. Mais, Ouais, ouais, le 2. j'ai beaucoup aimé le 2, mais je suis resté bien sur le 1. Ouais, mais ouais, pareil, Parce les qu'il deux premiers, ouais. ouais, il a bien fallu que je le ponce, celui-là. Moi, c'est les images dans Console Plus qui m'ont rendu dingue en fait. Oui, moi aussi. J'étais méga fan de Console Dragon Plus, Ball pareil. et j'ouvre le Console Plus et je vois un jeu, un Street Fighter, mais avec les persos de Dragon Ball. Je fais, mais il est pour moi ce jeu. Donc, oui. Console Plus, c'est Super Power aussi. Ah, ouais, alors Tu moi, l'avais ça, Super Power? non, moi j'avais. Attends, à l'époque, soit j'étais abonné à Megaforce, qui était le Mega magazine de Force la pour le Mega Mega Drive, Drive, ouais. et puis après, je suis passé à Joypad Stick. Ouais, Joypad. Les deux. J'ai fait Player One et j'ai fait Console Plus. Voilà. D'accord. Donc chaque année, je changeais un peu comme ça. Moi, c'était Console Plus. J'avais commencé avec Console Plus. Et ouais, Mon après, père j'en ai m'avait acheté bouffé. Console Plus et du coup, je me suis jamais abonné, mais je le prenais, j'allais le prendre tous les mois. Plaisir D'ailleurs, il d'aller valait à une blinde la. maintenant. J'ai regardé sur les. Tu regardes sur eBay ou sur Le Bon Coin, Ah ouais? ils vendent ces numéros-là des années 92 à 95, Ouais. ils les vendent à prix d'or. Bah, je les ai jetés comme un con, hein, bien sûr, t'imagines bien. Je les ai gardés. Ah, pas Je les ai mal. gardés. C'est un Petite des seuls fortune. trucs que j'ai gardé. J'ai gardé ça. Ah Et ouais. tous mes Spirou. T'as dirigé Final Fantasy XV? Oui. Oui. Et un autre aussi, non? T'as un autre Final Fantasy? Non, juste le 15. Juste Enfin, le 15, juste. ouais. Juste le 15. C'est déjà pas Juste mal. le 15. Je me suis retrouvé sur le 16 en comédien, mais Ok, j'avais en un rôle sur direction, le 16. le Mais 15. ouais, Je le 15, j'avais crois dirigé. justement que le client japonais souhaitait un DA qui parle japonais, c'est ça? C'est ça. Tu me racontes ton expérience sur cette licence? Alors, je reçois un jour un appel de Olivier Rabat, qui est le patron à l'époque de Dune Sound. Ouais. Et qui me dit que avec son associé Michel Goljevitch, ils sont interrogés pour diriger une grosse licence. Ils peuvent pas forcément m'en dire plus. Ils me disent mais c'est une grosse licence, c'est japonais et les Japonais veulent un CV en japonais. Oh. Un CV voilà, en Donc déjà, il n'y français avait pas et beaucoup de en DA japonais. qui pouvaient envoyer. Donc je vais prendre un modèle de CV parce qu'en fait au Japon les CV ils sont très codifiés. Faut respecter complètement la nomenclature Ça me du truc. Donc surprend en fait pas vraiment. tu peux aller dans une supérette au Japon et prendre des exemples de CV, tu as juste à les remplir à la main. Ok. Voilà, c'est très facile, hein. C'est pas funky comme chez nous où chacun y va de son petit truc. Donc je remplis un CV en japonais. Je leur indique aussi sur quelle série j'ai travaillé, sur quel truc, sur quel jeu vidéo j'avais dirigé. Et puis et je me souviens que c'était la veille de Noël 2015. J'ai l'appel d'Olivier qui me dit joyeux Noël, voilà ton cadeau de Noël, ça s'appelle Final Fantasy XV, t'as été choisi. Donc j'ai fait ouh super. Et là on est parti sur un gros truc. Ça a commencé en début 2016. C'était tellement un gros truc d'ailleurs que je me souviens avoir été à Londres dans les locaux de Square Enix pour des réunions de préparatoires, réunions préparatoires avant d'attaquer le doublage, et qu'on était aussi avec le studio allemand parce qu'il n'y a pas beaucoup de versions doublées de Final Fantasy. Je crois il y a juste il y a le japonais, l'anglais, l'allemand, le français. Voilà. Et donc on était avec le studio allemand également, et j'étais en délégation avec les gens de Dune Sound, et voilà qu'on avait commencé à préparer le travail
avec eux. Et, Pendant les enregistrements, t'avais le client qui était là? oui, ouais, c'est... Physiquement ou il était là? Non, il était là... Skype ou... Il était là en Skype. Ouais. Il était là en Skype. Je crois qu'il a été là physiquement 1 ou 2 fois parce qu'il a fait l'aller-retour en France, mais j'étais avec le traducteur directement qui travaillait chez Square Enix Japon, qui travaille d'ailleurs toujours pour Square Enix Japon, Laurent Sautière, que je salue bien, qui est devenu un bon pote. Il était là, il était présent et ça a été essentiel. Ça a été essentiel pour le bon déroulement de Final Fantasy. Pourquoi ? Parce que lui, il a le contexte. Il a beaucoup plus de contexte à nous donner que ce qu'on a. Il avait travaillé sa traduction de manière à ce que ça rentre bien dans les lèvres et que ça fasse à peu près la même longueur que le japonais. On a pu faire un truc bien aussi parce qu'on est parti du japonais. C'est-à-dire que sur Final Fantasy, on avait les dialogues japonais dans le casque. Alors, ça n'aide pas forcément les comédiens, hein, d'avoir du japonais, c'est un peu éloigné. Les comédiens sont plus habitués en jeu vidéo à avoir quand même de l'anglais, hein, dans 95% des cas, on va dire que c'est ça, c'est l'anglais. Mais Laurent a eu le soin d'écrire vraiment en respectant les pauses intonatives, tout ça, et de faire vraiment une traduction bien à partir du japonais, parce qu'à partir de l'anglais, on se serait vraiment éloigné, en fait. Ça aurait fait une double traduction, en fait, en tout cas une traduction de une adaptation de 2e génération, et donc là, on se serait encore plus éloigné de l'original, et donc il était là à chaque séance, il était là par Skype, et tous les deux, on validait phrase par phrase, et des fois je pouvais me tourner vers lui pour lui dire écoute, là est-ce que ça veut dire ça, est-ce que ça veut dire ça, il me dit ah non, là, ça veut dire ça parce que il se passe ci, il se passe ça, etc. Top. Et puis Final Fantasy aussi, on avait pas mal d'images qu'on pouvait montrer aux comédiens, donc des pré-rendus, voilà. Des pré-rendus qu'on pouvait montrer aussi aux comédiens pour faire les scènes. Et il y a des scènes, je me souviens qu'on a fait des scènes écrites à la rythmo, donc comme un doublage. Ouais, très bien. Voilà. Impec, ça. Et ça a duré, avec les DLC, c'est fou, parce que ça a duré 2 ans et demi. Hein, ah, quand pas même. mal. Ouais. Ah ouais, il y a eu 2016 à début 2018, moi je dirais les derniers... Ok, je vois, j'avais pas calculé que ça durait assez longtemps. Ça avait duré autant. On connaît Sega pour sa mascotte Sonic et ses jeux d'action comme Streets of Rage ou Shinobi, mais plus récemment, la boîte est plus connue encore pour ses jeux d'aventure action QTE comme Shenmue ou Yakuza. C'est quoi pour toi le jeu le plus réaliste, le plus comme si on y était ? Alors, je peux parler que pour Shenmue parce que j'ai pas fait Yakuza. Ok. D'ailleurs, c'est un manque. On m'a toujours dit tu dois faire les Yakuza, c'est absolument génial. On a vu ça te plairait. J'avais bien aimé Shenmue. Ouais. En tout cas, la première partie. Je me souviens, je l'avais sur Dreamcast. Je l'avais fait en japonais d'ailleurs. Oh là, ok. Ouais, à l'époque, la traduction anglaise et le doublage anglais étaient... et puis pour moi, c'était pas possible, ça se passait au Japon, quoi. Oui, bah oui. Je pouvais pas entendre de l'anglais. Non, alors après, il y a des comme trucs ça sur le qui truc, choquent, comme par exemple au cinéma, Gladiator, il parle anglais. Oui, bien sûr. On va pas leur faire enregistrer en latin. D'ailleurs, on savait même pas quel latin ils parlaient à l'époque. Mais non, enfin pour moi, c'était voilà, je l'ai fait en japonais, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Ouais. Mais c'était l'époque où j'avais le temps, quoi. C'est l'époque où tu pouvais faire des jeux de rôle sur 20, 100 heures, tout ça, et ça avait pas de conséquences. J'ai fait Shenmue et j'ai beaucoup aimé. Mais moi, je reste plutôt sur Sega. Pour moi, ça reste plus voilà, les vieilles licences comme Sonic. Street of Rage, c'est mon go-to, hein, si j'y reviens à chaque fois. Carrément. Street of Rage, les musiques, Street of Rage, les musiques de Yuzo Koshiro, c'est une tuerie. T'as toujours ta borne d'arcade à la maison ? J'en ai 2. 2 maintenant ? Ouais. Waouh. Qu'est-ce que t'as dessus ? J'ai plein de jeux, en fait, tu sais, tu peux les changer, donc T'as mis un émulateur en dessous ? Alors j'ai ça, mais j'ai aussi pas mal de jeux originaux, et ça prend de la place. C'est les jeux originaux, c'est des plaques
Ah, Comme ok, ouais, ça, ouais, comme ouais. ça. C'est des plaques de circuits imprimés et t'as même pas de boîte en fait. C'est des plaques comme ça. Pour les changer, il faut vraiment le faire Ouais. avec la main, quoi. Faut... C'est-à-dire, faut aller sous la borne, il faut tirer la planche de bois, il faut dévisser le jeu que tu as mis dessus, il faut revisser l'autre jeu, il faut connecter, c'est toujours le même connecteur, et voilà quoi, en fait. C'est l'équivalent d'une cartouche de jeu, sauf que ça n'a pas la taille d'une cartouche, ça a tellement plus de composants, parce que les Ouais. jeux étaient techniquement en arcade, devaient toujours être plus impressionnants que ce qu'on pouvait avoir à la maison. Donc ça faisait des jeux qui étaient énormes, qui étaient comme ça, parce que très souvent, les jeux, ils intégraient aussi le système, comme la console. Donc c'était un système console-jeu en une seule plaque. Ouais. Voilà, et tu mettais ça en dessous. Une borne, c'était pas une console. Une borne, c'était juste un système d'affichage avec un système de contrôle, ce qu'on appelle un panel au lieu d'une manette pour une console, mais ça n'a jamais été plus que ça, une console d'arcade. Pourquoi 2? Bah, deux, parce que Si tu peux le changer. parce que en fait, ça permet de jouer. Par exemple, tu peux jouer un jeu en horizontal et un jeu en vertical en retournant l'écran. Oh là, ok. Les deux, tu peux retourner l'écran, mais j'en ai une, la deuxième là. Donc j'ai une Sega et une Taito. Ok. La Taito, c'est la Taito Y2, et la Y2, elle a de particularités qu'elle a un système rotatif qui te permet de retourner l'écran et de le mettre en horizontal assez facilement, et de pouvoir jouer à des jeux verticaux. Ah. Voilà, parce que tu avais les jeux Les jeux en position verticale, les shoot 'em up, comme les shoot 'em up, voilà, ouais. et les jeux en position horizontale. Les shoot 'em up, tu avais les deux. Tu avais les Ouais. shoot 'em up horizontaux et les shoot 'em up verticaux. Bon, ben voilà, ça permettait de faire ça rapidement. Qu'est-ce qui te plaît dans le rétro gaming? Ce qui me plaît dans le rétro gaming, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'idées. C'était un foisonnement d'idées, en fait. Je trouve que c'était hyper inventif. Et ça se ressent. Et il y a beaucoup de jeux qui ont encore aujourd'hui une replay value absolument géniale, parce que tu sentais que les mecs, ils se défonçaient pour arriver à faire ces jeux-là. Ils n'avaient pas les outils de maintenant. Et donc, ça demandait d'être très, très inventif, et aussi de se dépasser beaucoup pour dépasser les limitations techniques et faire quelque chose de bien et faire des effets bluffants. Il y a un côté bon enfant aussi que j'aime beaucoup dans le rétro gaming, où c'était dans l'histoire du jeu vidéo, on va dire que c'était les balbutiements, puisque là on est quoi, on est 40 ans après, on est 30-40 ans après, et qui avait un côté où on pensait pas blockbuster, on n'avait pas Ça cette deviendrait un mentalité biz, en fait. voilà, business blockbuster, il faut qu'on en vende tant, tout ça. Donc Ouais, c'était jouer pour jouer, quoi. jouer pour jouer. Et puis Ouais. les gens qui programmaient ça, ils osaient, quoi. Ils tâtonnaient, ils osaient, ils mettaient des trucs, voilà, ils plaçaient des easter eggs un peu partout. Voilà, c'était drôle, et c'était bien pensé quand même. C'était bien pensé. Bah, les jeux avaient une vraie identité, il y avait une Une vraie vraie âme, identité, exactement. et l'âme de l'équipe, et qui s'est un peu perdue au fur et à mesure que le jeu a grandi, parce que c'est Oui. devenu une industrie. Et aujourd'hui, un jeu où il y a 300 personnes qui bossent dessus, il peut pas avoir une vraie identité, puisque c'est tellement Non. dilué. Voilà. Alors qu'à l'époque, les mecs, un jeu Mega Drive, ils étaient 8. Ben, c'est ça. Donc C'est ça, ils étaient 8. Et puis les génériques qui passaient très lentement à la fin quand on avait terminé le jeu. Pour faire croire. Et Voilà. puis t'as le même nom qui revenait Et puis plein t'as de le fois. même nom qui revenait dans des sections différentes. Voilà. Pour faire croire que c'était un générique De film. hollywoodien. Mais oui. Ouais, T'as toujours la Sony Trinitron? J'en ai plusieurs. Ah putain, qui était la console, enfin La télé. La télé parfaite pour jouer à du rétro. Ouais, en fait. télé et moniteur. Ouais, t'avais des moniteurs Trinitron, t'avais des télés Donc Sony télé Trinitron, cathodique à l'ancienne, hein, je précise. Exactement. Mais avec, c'était bombé, elle est bombée, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était des écrans, avant les années 2000, on va dire, c'était des écrans incurvés à 90 ou 110 degrés. Ouais. Eh ben, plusieurs, faut avoir la place, hein, dis donc.
Faut avoir du stockage. Faut avoir du stockage. J'ai pas forcément de place. Ça doit s'empiler comme les Mais maisons. ça s'empile Comme les maisons exactement. du Japon. Exactement. Bon, un petit mot en conclusion ou on remballe? Oh, écoute, en conclusion, que dire? Bah, qu'on a bien parlé, que c'était bien sympa. Donc, je pense qu'on peut remballer ça. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est Qu'est-ce la qu'on peut chose la dire plus débile ou erronée que t'aies entendue sur ton activité? Euh, c'est quand des gens me demandent une imitation. Ah ouais. Vous pouvez- Vous êtes imitateur? Voilà, non, non, voilà, en fait, non, ils me disent pas vous êtes imitateur, ils me font vous pouvez m'imiter Whis, vous pouvez m'imiter Levi. Ah ouais. Levi sur l'attaque des Titans. Et j'ai dit, mais Je t'imite pas, c'est moi. c'est erroné. Voilà, voilà. Après, je trouve qu'il y a beaucoup d'imitateurs, par exemple. Je pense que la personne en doublage la plus imitée, c'est quand même Philippe Pétieux. Ah ouais, bah oui, carrément. Parce qu'en fait, les gens qui font regardez, je fais Homer Simpson. Non, tu fais une imitation de Philippe Pétieux qui double Homer Simpson. Ouais. Je pense que c'est le. Mais on lui fait tout le temps. Mais bien sûr, il me le dit, je pense que c'est la personne du milieu la plus imitée. Évidemment, évidemment. Bon, merci Bruno. Sayonara. Sayonara. Et merci à toi. Allez, salut l'artiste. Ciao.